messieurs, bonjour. Vous le savez, quand on se marie, on fait des enfants. Et quand les enfants viennent, on en prend soin. Donc, ils deviennent des charges. On travaille pour pouvoir en prendre soin. Et quand ils grandissent, les parents commencent à réfléchir à ce qu'ils pourraient leur laisser sur cette terre avant de la quitter. Donc, beaucoup de parents réfléchissent à quel héritage laisser à ses enfants. Quand tout se passe bien, quand les parents meurent, les enfants prennent ce qui leur revient de droit et honorent la mémoire de leurs parents. Mais quand tout se passe mal, ce sont ces propres enfants qui parfois précipitent la mort de leurs parents pour pouvoir hériter de ces biens fonciers, évidemment. Alors, nous nous interrogeons aujourd'hui, mesdames et messieurs, avec cette thématique « Conflit successoraux au Bénin ». Quand l'héritage vire au suicide, faut-il finalement laisser des biens aux enfants? C'est la question en débat aujourd'hui et je vous présente mes invités. Au Bénin, l'héritage, au cœur des dynamiques foncières et des rapports familiaux, est source de tensions dans de nombreuses familles. Chaque année, des milliers de requêtes sont introduites au tribunal concernant des affaires de succession. Les motifs sont nombreux et dans les cas les plus complexes, des gens se retrouvent en prison pour avoir commandité la mort de celui dont ils souhaitent hériter. Des familles se brisent pour des affaires domaniales. Alors, question dans cette émission, quand la terre tue, faudrait-il finalement laisser un héritage aux enfants? Monsieur Yemenvo Aromagnon, chercheur indépendant de l'histoire, Mémé Andrea Bachumba et Boniek Assogba, juriste, nous édifieront dans les échanges. Mon premier invité, monsieur Yemenvo Aromagnon, qui est un chercheur indépendant de l'histoire. Vous êtes déjà habitué à son visage. Monsieur Aromagnon, bonjour, installez-vous. Voilà, à ma gauche, Madame Andrea Bachumba, qui, elle, est enseignante à la retraite. Madame Andrea, venez. Vous allez passer par ici, tourner. Voilà. Oui, voilà. Donc, le premier plateau de cette émission, mesdames et messieurs, ce sont mes invités. Bien évidemment, avec Nadège, ma compagnonne. Bonjour Nadège, installez-vous. Ça, ce sont les visages du premier plateau. Pour le second plateau, nous aurons un juriste. Il a non, là vous perturbez mon introduction. Il a non, Boueni Kanagonou, qui est juriste spécialiste des questions constitutionnelles. Il sera avec Borissel Assogba, qui lui est journaliste. Ça, c'est en deuxième heure, donc pour le second plateau. On va y aller avec les premiers. Je rejoins mes invités. À tout de suite. À nouveau, bonjour mesdames et messieurs. Bonjour chers invités. Bonjour madame. Vous allez tous bien ce matin? Nous rendons grâce à Dieu. Merci beaucoup. Je suis ravie de vous retrouver encore sur ce plateau aujourd'hui. Merci beaucoup. Plaisir partagé. Alors, Nadège, on va commencer avec vous, avec le mot du jour. Aujourd'hui, nous parlons de succession. Succession qui s'écrit S-U-C-E-2-S-I-O-N. Succession, c'est un nom féminin qui, dans son premier sens, est la transmission du patrimoine laissé par une personne décédée à une ou plusieurs personnes vivantes. Synonyme, héritage. Au second sens, nous parlerons du fait de succéder à quelqu'un, spécialement d'obtenir le pouvoir d'un prédécesseur. Exemple, sa fille a pris sa succession. Aujourd'hui, c'est tout pour le mot du jour, Angèle. Merci Nadège. Alors, monsieur Aromagnon, je commence souvent par vous quand vous êtes là. Je suis là, c'est un plaisir de constater qu'on commence toujours par moi. D'accord. Alors, aujourd'hui, je vous ai déjà présenté la thématique. On veut comprendre, on veut vraiment comprendre. Au finish, à la fin de cette émission, on doit pouvoir comprendre pourquoi l'héritage, d'abord, doit être source de décès. Et après, qu'est-ce qu'il faut faire pour ne plus en arriver là? On doit pouvoir répondre à ces questions
avant que vous ne preniez congé de nous. Alors, la première question que je vais vous poser, monsieur Aromagnon, Oui. d'où est partie déjà l'idée de léguer un bien ou de léguer des terres à ses enfants avant de partir? Oui, quand on parle de biens à léguer, on pense tout de suite, comme vous venez de le faire, à des terres, à des problèmes fonciers. Non, je crois que l'héritage, il faut aller dans la définition même du mot héritage, dans notre culture. Dans notre culture, héritage, c'est roux. Et roux veut dire étendu. Étendu de quoi? Étendu en termes de patrimoine. Étendu, quand on ramène ça à un individu, c'est l'étendue de son patrimoine. Quand on le regarde un peu plus en haut, c'est-à-dire par rapport à l'univers, on pense à roux. Et quand on dit roux, tout de suite, vous pensez à la mer. Oui. Et toutes les richesses nous viennent de la mer. Toutes les richesses qui sont sur la terre viennent de la mer. Ça, on peut en parler peut-être dans un autre cadre. Et roux, quand roux est vide, quand roux est bien construit, on parle de la mer. Mais quand roux est mal construit, on parle de roux vovo, qui veut dire désert. Le mot désert en fond, comment on appelle désert en fond? Ça a un sens, ça a un mot, ça existe. Ah, je ne connais pas. Ah bon, voilà, je viens de te... C'est ça, Rouvovo. 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 Oui. Ok. Rouvovo, qui veut dire le désert. Ah, d'accord. Et quand vous faites quand vous faites une faute et que votre maman se fâche, elle peut dire, chez nous, les fonds dit, et un jour, je demande à maman, qu'est-ce que ça veut dire Rouvovo? Ça veut dire Rouvovo. Donc, il faut commencer par là. Et Rou, pour ce qui concerne un individu, doit continuer, doit être transmis, doit s'inscrire dans l'éternité, doit s'inscrire dans la continuité. Donc, ça veut dire transmission. D'accord. Ça veut dire transmission. Donc, quand on parle de Rouvovo, ou bien quand on parle de Rou, tout court, qui veut dire étendu, c'est l'étendue du patrimoine. Et ce patrimoine doit être transmis. Hein? Transmis. Comme d'abord, je ne suis pas un généticien, je ne suis pas une chose. Déjà, oui, l'héritage génétique. Voilà. Il faut que ce patrimoine, c'est la même chose. C'est aujourd'hui, avec les conditions que nous vivons, les conditions économiques et surtout les problèmes d'éducation, que nous assistons à ce que vous avez énoncé déjà dans votre deuxième question. Comment faire pour que ça ne génère pas? Comment faire? Nous allons voir oui, ça. Nous allons revenir sur ça. Là, nous sommes sur l'histoire de l'héritage concrètement. Voilà. Donc, l'histoire, c'est Rou. Et Rou, c'est l'étendue, c'est le patrimoine. Et à Rou, il faut attacher la continuité. La transmission et la continuité est un facteur attaché même, et qui ne dépend même pas de l'homme, ça dépend même c'est comme ça, c'est universel. D'accord. Il faut transmettre. Dans cette transmission, il n'y a que des terres où on peut transmettre autre chose. Il n'y a pas que des terres, c'est aujourd'hui que cette histoire de terre se pose. Ce qu'on transmet, c'est des valeurs culturelles, des valeurs, il y a beaucoup de valeurs qu'on transmet. On transmet autant des biens matériels et tout, mais aussi des biens culturels. C'était une obligation? Pour la transmission des biens culturels, c'est pratiquement inné. Oui, parce que si vous si dans le passé j'étais Bokoro, mon fils a des chances de devenir Bokoro. Et dans un passé récent, si votre papa travaillait à l'OCBN, vous avez des chances d'aller occuper le poste qu'il avait occupé. Il peut en partant, en allant à la retraite, vous laisser. Aujourd'hui, tout est décousu. D'accord. Quelle mémoire avez-vous, quel souvenir avez-vous, Madame Bachumba, de comment se transmettait l'héritage en votre temps? C'est du père vers le fils, peut-être d'un frère vers un autre frère, ou d'un enfant vers des parents, d'un époux vers sa femme, son épouse. Voilà.
un peu comment ça pouvait se transmettre. Et ça se faisait sans histoire, surtout pour les biens matériels. Cela se faisait sans... Le père dit ceci est à toi, toi tu prends et tu passes à autre chose. Il n'y a pas de conflit depuis ce temps. Est-ce qu'on peut parler? En fait, l'héritage vient après le décès d'une personne. Souvent, c'est ça. C'est pour ça qu'on parle de succession. Maintenant, si le père, pendant qu'il vit, sait qu'il a assez de biens, qu'il peut en donner à chacun de ses enfants, il le fait avant de partir. Ce n'est pas nécessairement parce qu'il doit partir, mais c'est peut-être pour mettre de l'ordre dans ses effets, dans tout ce qu'il a, dans son patrimoine. Et là, ça permet aux enfants de s'occuper. Le père peut donner à son fils une portion de terre, de s'occuper de sa famille, de sa famille. Donc, de son vivant, il peut le faire. Et c'est ce qui se faisait avant. Quand le père a des enfants, à un moment donné, quand il a son patrimoine à portée de main, il donne une portion à chacun de ses fils pour lui dire, ah, ça c'est ta portion, tu te détaches de moi maintenant pour constituer ta famille. Donc, c'est ainsi que avant, on ne vendait pas les terres. Les terres s'octroyaient aux enfants, aux épouses, mais attention, aux épouses non, parce qu'on disait que la femme n'avait pas droit à un héritage. Enfin, à un héritage, surtout à une étendue de terre. Parce qu'on estimait que en remettant la femme, ça partait dans une autre famille. Et comme on est beaucoup plus la fondation même, c'est de ne pas laisser ça à autre personne. On est beaucoup plus fondé sur la conservation du bien. Donc, c'était comme ça un peu. Donc, cela pouvait se faire déjà depuis le vivant du papa. Oui, ça pouvait se faire depuis le vivant du papa pour éviter un désordre. Mais la succession, en termes de succession, il faut dire que c'est après le décès, normalement, qu'il y a succession et il y a héritage. D'accord. Je demandais comment cela se faisait à l'époque. Elle a commencé à répondre à la question. Comment ça se faisait à l'époque? Il faut toujours aller en arrière, aller puiser dans nos valeurs. Et dans nos valeurs, le père sait déjà, le jour où il a conduit ses enfants au rituel du Fa, il sait déjà qui parmi les enfants. Parce que le problème, ce n'est pas donner l'héritage à l'enfant pour qu'il aille en jouir et élever sa famille avec. C'est pour la continuité. D'accord. C'est pour étendre. C'est pour agrandir le patrimoine. Un peu comme étendre et en faire une dynastie. Voilà, c'est aller vers, en griffe, une dynastie. Ce n'est pas que chacun va prendre sa part et aller faire ce qu'il veut avec. Non. C'est dans l'esprit de la continuité que le roux doit s'inscrire. Voyez-vous? Donc, déjà, il connaît parmi ses enfants, s'il a 5 enfants, 10 enfants, il sait déjà parmi eux celui qui va le remplacer et continuer le travail que lui fait. Il sait. Et à cet enfant-là, il dit, c'est toi qui vas faire ci, c'est toi qui vas faire ça. Il le traîne partout où il passe. Il lui transmet ses savoirs. Et par l'éducation, il amène les autres enfants à commencer par s'aligner le suivre sur celui-là. Ça, c'est dans le passé. Je suis dans le passé. Bien sûr. Au sujet. C'est comme ça que ça se faisait. Et il y avait des mécanismes. Qui permettaient de gérer tout ça pour éviter au maximum les chocs. Pour éviter au maximum les chocs. Sinon, les chocs intervenaient déjà à ce moment-là. Dans le passé, déjà, les chocs existent. Mais ils ne sont pas aussi flagrants, aussi brutals, aussi violents qu'aujourd'hui. Aussi mortels. Mortels. Aussi mortels aujourd'hui. C'était comme ça que la transition était beaucoup plus gérée dans la perspective de la continuité. Et l'enfant qui doit prendre le devant est déjà identifié. À s'allier sur la volonté, sur la manière de voir déjà de s'éterner. Et ce n'est pas forcément l'aîné.
Ce n'est pas forcément, c'est pourquoi je parle de connaître leur de connaître leurs différents destins. D'accord. Pour un parent qui est appelé à laisser l'héritage à son enfant, à quel moment il peut commencer par prévoir, préparer l'enfant pour ça? Le jour même, il a commencé par accumuler. Ça a commencé. Et le jour même, l'enfant est conçu. La valeur culturelle a déjà commencé. La valeur, on nous a appris à l'école que dans le chromosome, il y avait l'héritage déjà de la mère, l'héritage du père, déjà dans la tête du spermatozoïde. Ou bien, c'est-à-dire il faut toujours chercher à aller loin. Parce que quand on écoute, quand vous nous lisez les lois, vous nous lisez les choses, on a comme l'impression qu'on est dans un monde superficiel et artistique et synthétique. Sincèrement. On ne cherche pas à aller loin, aller jusqu'en profondeur pour ramener les réponses qu'il faut aux questions qui nous se posent à nous aujourd'hui. Oui, je précise que M. Aromayo est très conservateur. Il y tient. Je ne suis pas conservateur, je rappelle. Oui, certaines positions sur les lois. J'appartiens au temps. Non, ce n'est pas une critique, c'est juste un rappel de votre position pour que les téléspectateurs puissent se retrouver dans ce que vous précisez. Oui, alors, Mémé Andrea Bachumba, comprenez-vous pourquoi aujourd'hui, eh bien, ça devient très conflictuel et puis les familles se divisent pour raison d'héritage, des frères qui se tuent et puis quelqu'un veut tout prendre alors que même le parent a déjà dit toi tu prends ci, toi tu prends ça, mais l'enfant va estimer que tu as trop donné à X qu'à moi je dois prendre plus parce que je suis à telle position. Comprenez-vous tout ce qui se passe aujourd'hui? Oui, il faut dire que c'est une question d'éducation en fait. Une question d'éducation parce que quand vous apprenez, et puis il y a une question de valeur morale transmise. Si vous apprenez à votre enfant à être conciliant, à être pacifique, je crois que ça va prédominer même après vous. Les enfants aujourd'hui deviennent autre chose, voilà. Vous le savez. Mais il faut comprendre que à certains moments, les enfants ne sont pas à l'image des parents. Et ça fait que il y a un déphasage entre le comportement du parent et celui de l'enfant. Si on conçoit ce fait-là de cette manière, il est évident de comprendre la question des difficultés, la question des conflits. Mais ce n'est pas la terre qui tue, mais c'est le comportement qui amène à cet état de choses. C'est ça. On est obligé d'accepter parce que la raison du plus fort peut-être fait son œuvre en ce moment et on assiste à des déboires, on assiste à ce qu'on ne veut pas. Donc, il faut comprendre tout simplement que c'est le mauvais comportement qui fait place, qui règne, qui donne des conflits, qui fait naître des conflits entre les enfants et c'est la gourmandise. Parce que je veux ça pour moi, pas pour les autres. Alors que quand on défend plutôt l'intérêt général, chacun y retrouve pour son compte. Mais aujourd'hui, on comprend par là qu'il y a un peu plus d'intérêt individuel et il y a de l'égoïsme. Il y a tout pour moi, rien pour les autres. C'est ce qui règne et qui fait que nous assistons à de nombreux conflits aujourd'hui par rapport à l'héritage. Et c'est surtout parce qu'il y a de l'oisiveté. Si tu sais travailler, si tu as un travail, tu ne vas pas te préoccuper de vouloir ramasser ce qui ne t'appartient pas, ce qui est pour vous tous. Voilà un peu ce que je peux dire. D'accord. Monsieur Aromagnon, est-ce que ce n'est pas aussi les parents qui sont les fautifs? Parce que si les biens existent et que tu le présentes à l'enfant, l'enfant aura l'œil sur ça. C'est humain. Oui. Je rebondis tout de suite en donnant un exemple. L'exemple, c'est quoi? Il y a un monsieur, pourvu que les gens ne se reconnaissent pas dedans pour m'attaquer, il y a un monsieur qui a travaillé dans les systèmes des Nations Unies, machin, il avait de gros comptas, il a construit des maisons par-ci, par-là, à Cotonou ici, mais ses enfants sont tous en Europe. Hein?
Et un jour, il appelle l'un de ses enfants, il dit, monsieur, mon fils, comment ça va? Et cette maison que j'ai ici, là, qui est-ce qui va s'occuper de ça? Qui est-ce qui va... Et lui-même, parce qu'il est déjà à la retraite, il est fatigué. Il commence pas à réfléchir. C'est maintenant qu'il commence pas à réfléchir à comment gérer tous ces avoirs-là. Alors, il dit, le garçon lui dit, oh papa, écoute, on va donner ça à l'église, chaque fois, on va vous faire de la messe pour... Quand il ne serait plus là, on va faire de la messe pour assurer la paix pour lui là-bas. Oui. Ça veut dire qu'il y a des enfants qui ont des comportements, qui se détachent. Totalement, oui. Qui se détachent. Parce que sûrement, on leur a donné cette éducation qui leur permet de se détacher des biens matériels ou bien des biens spécifiques de leur père. Et d'abord, il y a ces enfants qui ont peur d'aller dans ces histoires d'héritage pour ne pas se retrouver en porte-à-faux, pour ne pas se retrouver dans la situation que nous sommes en train de déplorer. Mais il y a une notion qu'il faut régulièrement, qu'il faut prendre en compte, la notion de valeur de l'homme. La valeur aujourd'hui, c'est quoi? Dans le passé, l'homme qui a de la valeur, c'est l'homme qui a une dimension culturelle, qui a une dimension, des connaissances. Mais aujourd'hui, l'homme d'aujourd'hui, c'est qui? Si j'ai un portable de 25 000 et que vous avez un portable de 250 000, entre vous et moi aujourd'hui, qui a de la valeur? C'est l'homme qui a 250 000. On s'en fout de comment il a acquis son portable de 250 000. C'est là que ça commence. Et je rejoins, et je l'ai évoqué tout à l'heure, le développement de madame, qui parle de l'éducation. L'éducation au début, l'éducation au milieu et l'éducation à la fin. Généralement, l'exemple que vous avez donné là, ça s'observe chez les gens qui sont un peu aisés. Les enfants, je ne sais pas comment c'est fait, mais les enfants se détachent totalement du bien de leurs parents parce que peut-être qu'ils ont eu la chance d'étudier à l'extérieur, toutes les portes leur sont ouvertes. Ils n'ont pas la tête aux biens qui sont au pays ici pour venir discuter l'héritage avec qui que ce soit. Ça se constate souvent dans les familles un peu plus aisées, oui. Moyennement aussi. Mais les familles modestes, oui, qui ont quelques terres, je n'ai pas de chiffres, mais le constat est fait que c'est dans ces familles-là, généralement, qu'il y a ces sources de tension. Oui, ces sources de tension sont dans ces familles-là parce qu'il y a un problème économique. Il y a un problème, comme l'a soulevé madame tout à l'heure dans son développement, il y a le fait que les enfants n'ont pas... D'abord, l'éducation était... Aujourd'hui, l'éducation coûte extrêmement cher. Extrêmement cher, ils n'ont pas la possibilité de donner l'éducation qu'il faut. Et juste pour la pitance quotidienne, les deux, la mère et le père sont dehors, l'enfant est éduqué dans la rue, etc. Il y a tellement de facteurs qui interfèrent pour comprendre le problème que vous posez. Il y a un problème d'éducation. Maintenant, dans l'éducation, il faut développer l'amour du prochain. Parce que quand le frère aime, quand il y a de l'amour dans le ménage, entre les frères, ça ne se complique pas pour autant. Il y a toujours quelqu'un qui dit, bon écoute, si ça doit être compliqué, voici comment on va faire. Mais il faut toujours que le parent, c'est-à-dire avant de mourir, qu'il prenne les dispositions qu'il faut. Qu'il sache que après lui là, s'il ne souhaite pas que ça se gâte, il faut qu'il prenne des dispositions pendant qu'il est là. Et les dispositions se prennent depuis qu'il a commencé par produire ces biens matériels qui source de conflits demain. D'accord. Mais Andrea Bachumba, est-il bon pour un enfant de réclamer un héritage depuis le vivant de ses parents? Parce que c'est aussi un constat. En fait, l'héritage, on y a droit quand les parents n'est plus. Normalement. Mais il y a des enfants qui poussent les parents jusqu'à bout. C'est ce que je te donne que tu prends normalement. Et c'est quand je ne suis pas là que tu peux gérer ce qui reste. Mais demander à son père ou à sa mère de lui donner de son vivant, ce dont il a droit. Non mais c'est vouloir de la mort des parents déjà. C'est malsain. C'est les parents eux-mêmes, c'est eux-mêmes qui commencent à faire le partage déjà de leur vivant. Oui, si le parent commence par faire ça, c'est parce qu'il connaît la qualité de chacun de ses enfants. Absolument. Et il sait qu'après lui, il y aura un désordre, il y aura des difficultés, il y aura des conflits par rapport à tel ou tel autre enfant. Mais c'est vrai que quand on a assez de moyens, quand on a amassé assez de terres, quand on a un patrimoine, on peut en donner à ses enfants avant de partir pour pouvoir réglementer certaines choses.
Nadège, vous, quelle est votre opinion sur le sujet? Quelle est votre appréhension? Comme je le disais tout à l'heure, quand ils ont évoqué l'éducation, je me demandais est-ce que tout de suite, il faudrait parler d'éducation en attaquant les parents? Parce qu'il faut dire aussi que nous, jeunes, de notre temps maintenant, c'est vrai que les parents nous éduquent. Mais déjà, avec l'envie et autres dans la rue, il y a certains qui préfèrent délaisser l'éducation reçue à la maison et tout de suite dans la rue, c'est faire comme telle personne, faire comme l'autre. Ce qui amène souvent les parents aussi à se désengager vis-à-vis d'eux. Et à un moment donné, quand il est question d'héritage, il préfère celui qui a reçu l'héritage qu'on lui a donné, celui qui a plus eu la valeur ou bien la patience de rester avec eux et de faire le partage à ce niveau-là. C'est mon opinion. Parce qu'il ne faut pas toujours attaquer les parents concernant une question d'éducation. Ça part de l'enfant même qui n'a pas voulu rester, qui n'a pas voulu prendre l'éducation des parents. Oui, mais Véronchéri. Il faut dire que normalement, l'enfant ne doit pas s'opposer, s'offusquer à l'éducation de ses parents. Parce que c'est la cellule familiale. Oui. L'éducation prend ça surtout au niveau de la cellule familiale. Donc, il faut pas, si vous arrivez à cadrer l'éducation de vos enfants, je crois qu'il n'y aura pas une disparité entre l'éducation que vous leur donnez et celle de la rue. Parce qu'on le sait, c'est vrai que la rue instruit beaucoup plus que... Parce que l'enfant prend beaucoup plus exemple sur ce qui est devant lui, sur le mauvais. On capte vite le mauvais. Mais si vous arrivez à cerner le cadre d'éducation de votre enfant, je crois qu'il ne pourra pas aller autre, il ne peut pas être autre que ce que vous voulez. C'est vrai que ça arrive, mais ça fait partie des cas épars. Oui, justement, je vais vous donner un exemple. Ça, c'est une histoire vraie. Okay. Que direz-vous alors dans cette fratrie où aucun de la dizaine d'enfants n'a réclamé l'héritage sauf un seul? Un seul. Il faut très gourmand, ça je peux le dire, hyper gourmand, très paresseux, sait que son père a beaucoup de biens et que tôt ou tard il finira par les léguer. Mais lui, il veut là tout de suite. Donc, finalement, ce n'est plus une question d'éducation, puisque les autres, les 9 autres ne réclament rien. N'ont même pas l'œil sur ça, ne savent même pas, ils savent qu'ils auront des héritages, mais ils ne savent même pas ce qu'ils en feraient. Il ne sait pas travailler, il ne sait pas, normalement, quand vous avez des enfants, vous devez savoir, enfin, chaque enfant, chaque type d'enfant, vous reconnaissez chaque type d'enfant. Mais celui-là, il faut voir, vous avez dit, il est paresseux. C'est quelqu'un qui ne sait pas travailler. Donc, il ne peut que s'attendre à apprendre des autres. Alors, on ne peut pas... cet enfant-là, il a été éduqué, c'est vrai, mais il ne veut pas faire d'efforts. Ça se ressent. Mais il y a des orientations. Aujourd'hui, on peut l'orienter. Ses autres frères peuvent l'orienter et lui permettre de ne plus avoir cet esprit-là. Est-ce que celui qui a cette posture écoute encore quelqu'un? Son objectif, c'est que son père meure pour que lui l'hérite. Il deviendra l'enfant prodige parce que quand il va utiliser tous ces biens-là, il va revenir et il serait à la charge des autres. Et c'est pourquoi souvent, on dit, mon papa disait, père à son ami, disait, aidez plutôt celui qui ne peut pas aller de l'avant. Aidez-le parce que si vous ne l'aidez pas, c'est lui qui deviendra une charge pour vous par la suite. Donc, ne permettez pas qu'il soit déviant. Donc, aidez-le, canalisez-le et faites cette force-là. C'est une force que vous aurez à agir sur celui qui paraît faible. Voilà. Voilà des cas qui détruisent des familles, monsieur Aromani. Oui, et il y a beaucoup de familles qui sont dans cette, dans cette situation-là. Oui. Et c'est un casse-tête permanent pour le père qui sait qu'il finira par mourir, mais il ne sait même pas de quoi sera fait le lendemain après son décès. Oui, oui. Et moi, par rapport à ça, je voudrais déjà trouver l'occasion pour proposer ceci. L'enfant qui n'est pas capable de produire les 20% de la valeur de ce qu'il prétend, de ce qu'il envisage de prendre dans l'héritage, ne peut pas accéder à cet héritage. Il va créer un scandale. Non, il ne peut pas, parce que la société a ses règles. Ah oui. Oui, la société a ses règles. Il doit produire.
Sinon, si on n'introduit même pas cette proposition-là dans le système de gestion de l'héritage, vous allez voir qu'il y a des enfants qui mettent en danger la vie de la société, la vie des autres. Je prends une maison qui est en location. Et dans la maison, il y a une société qui a loué aussi machin dedans. Subitement, un délinquant devient héritier. Il met en danger. Il faut que l'héritier soit capable par son travail. C'est-à-dire, c'est depuis, et ça rentre dans l'éducation, c'est depuis que le père est vivant ou le parent est vivant, que déjà on lui met dans la tête qu'il faut travailler pour mériter. Ah oui. Tous les parents livrent ces vertus-là. Non, ces vertus, mais maintenant il faut exiger puisque nous aimons les lois aujourd'hui et on introduit des lois partout, il faut que l'individu qui veut être héritier là soit capable de produire par son travail au moins 20%, de prouver 20% de la capacité de ce qu'il compte prendre en gestion. Il faut forcer les gens. D'ailleurs, en introduisant cet exemple-là, en introduisant cette perception, on force les gens à savoir faire quelque chose. Mon père est riche, mais si je ne suis pas capable, mon père est milliardaire, mais si je ne suis pas capable de produire 200 millions, je n'ai pas de chance de devenir héritier. Mais tu n'es même pas capable de produire 25 francs et tu vas être héritier de choses. Mettre la vie d'autres personnes en danger. Hein? Et on n'a pas évoqué le cas des ménages polygames. Ça englobe beaucoup de facteurs. On va revenir sur ça. Sur votre proposition, heureusement, nous aurons un jury sur ce plateau, le second, il pourra nous dire ce qu'il y en a, s'il faut vraiment. Mais c'est une bonne proposition. Là, ça va pouvoir canaliser un peu les ardeurs. Forcer les gens à travailler. Oui, Nadège, votre question à vous. Ma première question est, les parents arrivent-ils toujours à faire un partage équitable? Est-ce que ce n'est pas aussi là que les problèmes commencent? Équitable. Oui, équitable. Qu'est-ce que nous mettons dans le mot équitable? On donnera à chaque enfant ce qu'il mérite. Le mérite peut être source de convoitise. Par rapport à ça que tout de suite j'ai évoqué le mot polygamie. Parce que pour partager aujourd'hui, d'abord le premier principe, la première façon de partager aujourd'hui, c'est voir combien de mamans on envoie dans chaque maman. Hein, selon le nombre d'enfants, selon l'amour qu'on a pour... Parce qu'il y a d'autres facteurs qui interviennent dans le partage. Hein. Si le monsieur a plus d'amour, a plus de penchant pour un enfant ou pour machin, voilà. C'est pourquoi il faut reconstruire l'homme. Il faut reconstruire l'homme. Et reconstruire l'homme, c'est que moi, le père, je connais déjà mes enfants. À travers le phare, je les ai amenés à faire leur phare. Je connais leur destin. Je sais que lui, l'enfant là, est capable de diriger les autres enfants. Parce que ce n'est pas, moi, mon héritage, ce n'est pas de donner ça à un enfant qui va prendre des parties et oublier les autres. Mais c'est de prendre, de me remplacer. C'est me remplacer. Ce n'est pas partager pour que le proposé tombe, chacun prend pour lui aller faire ce qu'il veut avec. Non. Si c'est comme ça, vous laissez mon bien. À qui? Ah ben peut-être au premier passant. Si c'est ça, si c'est pour prendre et aller se détruire après, chacun, c'est dans cette façon de prendre, chacun doit prendre sa part là. Qui a le choc. Mais je dis, ça là, c'est pour moi. Je laisse ça à celui qui est capable de vous comprendre tous, de vous gérer. Je le sais à travers je connais leur signe. Voilà un facteur qu'on ignore totalement dans les décisions législatives. Ici, là, nous sommes des Noirs. Nous appartenons c'est pourquoi j'ai commencé par expliquer ce que ça veut dire, héritage. Et ça doit grandir. Ça ne doit pas être éparpillé. D'accord. Mémé Andrea Bachomba, tel qu'il a expliqué l'héritage se donne selon la valeur de chaque enfant, mais est-ce que ça ne crée pas encore d'autres problèmes? C'est vrai que c'est tel qu'un enfant se comporte qu'il faut lui léguer certains biens, d'accord, mais forcément parmi les enfants, il y en aura qui...
Un cas qui demande les enfants, l'équilibre dans tout. Oui, ça existe. L'équilibre à l'égal, à ce qui paraît. Oui, l'équilibre dans tout. C'est vrai que c'est ce qu'il faut faire. Mais j'ai mon bien. Je donne à qui je veux. Et en quantité ou en qualité, à qui je veux. Qui viendra alors s'opposer à ce que je donne? Si c'est ça, allez faire votre travail et trouver aussi votre part. Voilà. C'est moi qui ai donné. Et je ne suis pas... Il n'est pas dit que je dois donner à X, 1, 2. Non, mais ce n'est pas le même nombre. Je donne à qui je veux et comment je veux. Donc, il n'est pas question de venir vers moi pour me dire pourquoi j'ai donné à tel plus que à X plus qu'à Y. Non. C'est moi qui possède mon Oui, bien. c'est votre bien à vous. Je le donne à... Mais nous sommes tous Je peux des même enfants pas- au même titre, au même Oui, niveau. mais au même titre, au même... Si c'est ça, je peux ne pas vous donner à une autre personne. Là, on sait qu'elle a mis bien. Euh, Là, on sait qu'elle a mis busy ou bien. Mais quand on donne plus à l'un qu'à l'autre, C'est vrai ça va que il y a attirer. ce sentiment-là est inné en l'homme. D'accord? On a les yeux sur les autres. On a les yeux sur ce que l'autre a. Mais en principe, moi, je ne regarde pas ça. Hein. Et je donne... Bon, c'est vrai que c'est souvent quand c'est dans une famille polygamique que le problème se pose beaucoup plus. Et c'est quand les enfants n'ont pas assez de moyens que ça se pose comme ça. Quand vous avez déjà ce que vous voulez faire, si chacun pouvait être lui-même, je crois qu'on ne devait pas courir derrière l'héritage. Ça vient nommément. Et c'est ce qu'on vous donne que vous prenez. D'accord, oui, Nadège. Et si après le décès, celui à qui vous avez transmis l'héritage finit dans le temps par le dilapider? Et oui. S'il n'en fait pas bon usage. Mais s'il n'en fait pas bon usage, il y a la loi. Donc les autres aussi peuvent se réunir pour dire, ah, il y a telle chose, nous constatons telle chose. Est-ce qu'on ne peut pas aller vers un règlement à l'amiable, un règlement, quand on ne peut plus régler ça en famille, c'est là où on amène au niveau des tribunaux. Donc, il y a une manière aussi de revenir à la logique, à la normale, pour que chacun soit bien dans ses bottes. D'accord. Tel que les choses se présentent aujourd'hui, finalement, est-il bien d'avoir des biens? Bah, écoute, c'est normal c'est bien d'avoir des biens. C'est bien d'avoir des biens, si je pouvais répéter. Ce n'est pas parce que l'héritage pose de problème que... Non, il faut avoir des biens. Et c'est qu'il faut connaître les enfants. Il faut les connaître. Il faut les connaître. Ce n'est pas mathématique. Ça ne se règle pas facilement. Je ne dis pas non, ça ne se règle pas par degré ou par machin, non. Ce n'est pas mathématique. Voyez-vous, chaque fois je vous ramène à prendre l'homme depuis la racine, depuis sa conception. Il faut prendre l'homme depuis sa conception et le suivre et l'aider à se construire. Il y a des enfants, si vous avez il y a des enfants qui se détachent totalement. Totalement, oui. Il y a des enfants qui s'accrochent. On le sait, le père sait. Parmi les enfants là, celui qui va faire la merde demain, il sait. Il sait, celui qui va faire du bruit demain, il sait. Bien sûr. Et il sait aussi parler à celui qui ne fera pas du bruit. Il lui dit, bon, ton frère là, voici comment tu vas faire. Et il essaie. Ça dit ça, ce n'est pas mathématique, ça se gère dans le narratif, dans Vous savez que ça dépasse les parents parce que les parents, à leur vieux jour, n'ont plus vraiment cette fourgue, la force de parce qu'ils pouvoir ont passé diriger les toute choses. leur vie dehors. C'est-à-dire, Parce que l'éducation, c'est dans la maison, mais la maman n'est pas à la maison, papa aussi n'est... Maman est au boulot pour amener de l'argent, papa est au boulot pour amener de l'argent. Alors si vous voulez régler ce problème-là, alors faites en sorte que la femme puisse prendre 1 an de congé et rester à la maison, et que l'autre année suivante, le papa reste à la maison et que la femme puisse aller travailler pendant 1 an. Si les deux forcément doivent travailler. Sinon, l'éducation, l'éducation qui règle le problème de l'héritage, c'est surtout sur les épaules de la mère. ah bon? Ah oui, ça je vais vous le dire. Et c'est d'ailleurs dans le système, du choix du prince héritier. Dans le système du choix du prince héritier dans Romain à Abomey, il y a ceux qu'on appelle les Bédité, oui. Et c'est à ceux-là qu'on présente le roi choisit le prince héritier, mais il le présente à ce groupe de Bédité, c'est-à-dire 7 chapeaux.
Dans ce chapeau, la mère du migrant, il y a le migrant, et il y a la mère, il y a le migrant, non. Il y a la mère du futur prince héritier, et il y a la mère, il y a le futur prince héritier et la mère et sa mère. Il y a le Méou, le ministre de l'Intérieur, et sa mère. Pourquoi on ramène les mamans de ces gens-là dans le groupe qui doit valider, qui doit être la première étape de validation du prince héritier? Parce que quand toi tu finis de parler, le père finit de dire c'est toi qui vas prendre tel héritage. Il rentre dans la maison, la maman rencontre là-bas, la maman dit hey, toi là, tu sais ce que ça représente de te laisser piétiner par l'autre là-bas, va lui dire. Mais il faut que la mère soit impliquée aussi, parce que tout à l'heure quand nous faisons le développement, nous avons tendance à oublier le rôle capital que les femmes jouent dans ce problème d'héritage. Mais si la mère a tout le temps été régentée, qu'elle n'a jamais eu de voix, que les enfants ne juraient que par le père. Au fait, elle était là juste pour éduquer les enfants. Elle n'a pas le langage de voix, elle n'a pas la bouche dans l'affaire de papa. Elle n'est pas consciente du travail qu'elle a fait pour que ce patrimoine puisse exister. Est-ce qu'on lui en a donné l'opportunité? Personne ne donne. Personne ne donne. Cela s'arrache? Oui. Je ne sais pas si ça s'arrache, parce que quand vous dites cela s'arrache. Ça s'arrache. C'est pourquoi à des moments, vous avez suivi tout à l'heure, on peut donner à telle femme plus qu'à une autre. Oui. Donc, ça s'arrache. C'est le comportement. Ce n'est pas que bien matériel, mais il y a aussi les valeurs culturelles. Si par exemple cette valeur culturelle-là est celle que je choisis à travers la femme, je lui concède certaines choses. Et si dans le même temps, il y a une autre qui n'a pas les valeurs morales que je recherche, alors elle sera peut-être disgraciée. C'est comme ça, ça se passe. Est-ce qu'on ne va pas penser qu'elle aussi elle a trop l'œil, a trop de vue sur le bien du père, vu qu'elle est d'une autre famille? C'est ça, je dis, là, en ce moment, c'est le sentiment humain qui agit. Ouais, parce qu'on dit, permettez-moi de dire, c'est ça. Donc ça là, c'est un sentiment moral et individuel, humain. Donc on ne peut pas faire autrement. C'est inné. C'est pas facile. Hein. C'est vrai que ce n'est pas facile. C'est pas facile. Tout dépend de l'environnement. Tout dépend de l'environnement ou c'est l'environnement. Mais l'éducation surtout, parce que c'est la cellule familiale est la source de l'éducation. C'est à ce niveau-là, c'est la maman beaucoup plus. L'éducation repose sur la mère. Et c'est pourquoi on dit une femme instruite, c'est une nation gagnée. Une femme éduquée, c'est une nation éduquée. Voilà. Oui, monsieur Romain, vous pouvez continuer. Oui, comme je le disais, par rapport au rôle de la femme, n'est-ce pas? Par rapport au rôle de la femme, elle a participé elle sait, parce que c'est justement les femmes qui sont conscientes qu'elles ont participé à la constitution du patrimoine, qui ne se laissent pas faire. C'est-à-dire qui ne restent pas tranquilles pour qu'on partage comme on veut. Vous avez évoqué le cas des femmes qui sont régentées, qui n'ont jamais voix au chapitre. Voilà, qui n'ont jamais voix au chapitre. Ça, c'est des cas à part. Mais il faut toujours tenir compte de la place de la femme dans le partage, dans la répartition de l'héritage. Et il ne faut pas perdre de vue que la meilleure façon, l'esprit de partage doit s'inscrire dans la continuité de celui qui a constitué son bien. Je ne peux pas constituer le bien et pour que chacun divague. Il faut que ça soit consistant, rester ensemble quelque part où on vient, on trouve que c'est moi qui suis passé par là, ce sont mes enfants. Ce sont ces traces-là. Voilà. Oui, nous perdons de vue ces valeurs-là, nous perdons de vue cet esprit des choses. Et on veut faire les choses de façon A plus A égale A égale à 2A, ou bien c'est pas égal à A plus A, je sais pas quoi. Donc il faut qu'on fasse attention à ces aspects-là. Il y a trop d'aspects qui interviennent dans venir sur un autre aspect, c'est que je connais un couple, une famille qui s'est beaucoup évertuée à éduquer les enfants. Et cette famille-là disait que
ah, moi je n'ai pas de terre à léguer aux enfants, mais ce que je vais leur léguer, c'est l'éducation, c'est l'instruction. Voilà. Et la famille, là, le père de famille s'est beaucoup peiné pour que ses enfants aillent, reçoivent de l'instruction, de l'éducation. Et tout ce qu'il faisait, c'est de mettre à contribution pour que ses enfants soient des cadres, soient des personnes respectables. Et il a occupé de grands postes pendant qu'il travaillait, mais il n'a pas pu, il est resté en location du début à la fin. Et il n'avait pas beaucoup, c'est vrai qu'il n'a pas eu beaucoup d'enfants. Parmi ces enfants, vous voyez qu'il y en a eu aussi qui ont évolué, qui étaient des cadres, qui ont dit, ah, papa, aujourd'hui je te rembourse tout ce que tu as. Il ne pourra pas rembourser tout. Mais c'est cet enfant-là qui a construit, il a acheté, il a eu assez de moyens en 3-6 mois, il a acheté parcelle, il a construit et il a il a installé les parents. Et voilà, tout ce que les parents avaient perdu, ils ont pu récupérer au moins une partie, parce qu'on ne peut pas tout récupérer. Jamais, ça a du temps donné, on ne peut jamais tout récupérer. Au lieu de laisser, par exemple, des terres, on peut laisser l'éducation, on peut laisser la personnalité, les traces de l'être humain. Et pourquoi c'est alors finalement une obsession pour certaines personnes de pouvoir léguer quelque chose aux enfants, tout comme si tout se limitait au foncier? Oui, et léguer quelque chose aux enfants, c'est inné, ça fait partie ça fait partie de l'homme. C'est comme si vous demandez à l'homme de se détacher de son ombre. Non, je ne parle pas des valeurs dont vous avez parlé tout à l'heure. Je parle du foncier, exclusivement du foncier. Oui, certains en font une obsession. Oui, tout comme s'ils ils ont vécu inutilement, s'ils ne laissaient rien de matériel aux enfants. C'est justement une mauvaise perception. Dans ce sens que, comme l'a dit madame tout à l'heure dans son développement, il faut investir plutôt dans l'éducation. Investir dans l'éducation. Et tout ce que le père n'a pas pu réaliser, l'éducation des enfants va permettre de les amener à le faire et à se mettre ensemble. C'est l'unité, l'amour qu'il faut prôner. Et quand ces valeurs-là sont prônées, alors tout se passe bien. Le problème d'héritage n'est qu'une conséquence, n'est qu'une finalité. La réalité, c'est comment la famille est construite. Comment le père a pu laisser... Le foncier aujourd'hui a pris de... aujourd'hui, c'est ça on vend ça rapidement, on peut aller au port pour acheter une voiture. Donc, ça rentre dans ce que j'appelle la notion de la valeur tout à l'heure. Donc, on est prêt, aujourd'hui, les enfants d'aujourd'hui sont prêts à faire... à acheter un portable de 250 000 francs, même s'il faut aller tuer quelqu'un. Mais dans ces conditions-là, vous voulez qu'on fasse quoi? C'est la valeur, ce qui a de la valeur aux yeux des gens aujourd'hui, c'est le bien matériel. On est totalement matérialiste. Et si c'est comme ça, les chocs n'existeront qu'au niveau des biens matériels. C'est-à-dire, comment faire pour exproprier les autres, coudoyer les gens, faire de tous ces grimaces-là, pour ramasser le maximum inutilement. C'est à la dernière minute qu'on constate que ça a servi à quoi. Et ça rejoint l'exemple de celui qui est passé dans les systèmes des Nations Unies, tout ça est devenu riche. Il construit sa maison. Il dit, venez prendre l'héritage. L'enfant dit, mais non, qu'est-ce que je vais faire avec papa? Qu'est-ce que je vais faire avec? Ben, on va vendre et donner l'argent à l'église, et chaque fois, ils vont faire une messe pour la paix de ton âme. Il y a de nombreuses maisons comme ça. Oui, qui sont abandonnées. Au lieu d'investir dans l'éducation, on investit dans le béton et on se retrouve avec des bétons inutiles. Voilà. Surtout même seuls, même les enfants qui peuvent vous apporter des soins. Vous vous retrouvez seul. Ah oui, quand vous rendez chez le monsieur en question, vous allez chez lui, vous avez la malchance d'aller dire bonjour. Il s'accroche à vous, il vous donne un ciel, il dit non, restez avec moi. Parce qu'il est totalement seul. Il est totalement seul. Donc c'est un problème, il faut reconstruire l'homme. Pour régler le problème de reconstruire comment? J'ai commencé par dire que quand j'ai mes enfants, moi je suis fort. Et chez nous les forts, depuis à Dogofa jusqu'à la chose, je donne à chaque enfant, je connais les signes de chaque enfant. Je sais que cet enfant-là, il peut diriger les autres. Alors, donc c'est le phare. Je ne dis pas d'aller faire le phare. Le phare existe sous différentes formes dans toutes les communautés. Et chaque communauté a sa façon, a ses mécanismes pour résoudre les problèmes qui se posent à elle.
Donc il faut que chaque individu retourne dans sa communauté, retourne dans sa réalité pour trouver les réponses qui étaient déjà là et savoir comment les amener dans l'actualité. Voilà tout ce que moi je conseille. J'ai mes enfants, je connais parmi mes enfants celui qui peut prendre la direction, celui à qui, pour qu'on ne dilapide pas. Parce que je ne veux pas perdre de vue, on ne doit pas dilapider mon bien. Ça, c'est quand vous avez la chance que l'enfant ne vous tue pas pour pouvoir hériter de vos biens. Non, s'il le prend, il n'en fera rien du tout, justement. L'objectif, c'est qu'il les prenne d'abord. Bon, voilà. Ce qu'il va faire avec, là, sur l'instant, n'est pas important à ses yeux, à lui. Il n'en fera rien du tout. Il faut reconstruire l'homme. Il faut ramener l'homme à des... C'est-à-dire, il faut revoir la valeur de l'homme. La valeur ne doit pas être celui qui a amassé le plus de produits manufacturés, produits européens ou chinois. La valeur doit être celui qui manifeste un amour pour le prochain. La valeur, être puissant, ce n'est pas terroriser les autres. Être puissant, c'est aider le faible à se relever. Ah oui. C'est ça la puissance. Quand on dit qu'il y a des pays qui sont puissants là, moi je dis ils sont puissants en quoi? Ils sont puissants pour terroriser les autres, ils ne sont pas puissants. D'accord. Alors nous allons installer notre juriste pour comprendre un peu le cadre, je vais dire, légal de la succession au Bénin et comment devrait se faire cette succession-là pour qu'on puisse aborder d'autres volets du sujet. À tout de suite. Donc, on vous installe avec la Vox Populi sur cette question et on va retrouver notre juriste sur ce plateau. Il a nom, je vous le rappelle, Boniek Anagono, juriste spécialiste des questions constitutionnelles. À tout de suite. Je pense qu'il faut laisser de l'héritage à ses enfants parce que c'est très important. Et je pense que c'est à la famille ou bien c'est aux parents de s'organiser. Déjà de son vivant, il sait qu'il a telle chose comme héritage. Je pense que c'est de son vivant qui fera ce plan et saura que tel enfant a droit sur telle ou telle chose. Là, au soir de sa vie, les enfants ne vont plus commencer par faire de conflits, tout ce qui va avec. J'aurais préféré que les parents ne laissent pas d'héritage aux enfants. Si cela va causer de suicide ou de mort, c'est mieux qu'ils vendent tout leur bien avant de partir. Le décès des parents fait ressurgir des tensions, des mésententes et même de la jalousie entre les fratries. Du coup, la seule option aujourd'hui est de se rapprocher de l'autorité compétente. Je parle de la justice qui est en mesure de faire en sorte que les biens laissés par le défunt soient partagés équitablement sans qu'il n'y ait de problème entre la fratrie. Le fait d'hériter, c'est quelque chose de tout à fait normal dans l'ordre de succession de la vie, puisque vous laissez les biens aux enfants, à eux maintenant d'en faire un bon usage. Mais ça pourrait virer au suicide d'abord si tout au long de votre vie, vous n'avez pas cherché à inculquer à vos enfants que vous avez travaillé pour qu'eux ils puissent peut-être réaliser ce que vous n'avez pas réalisé et qu'eux-mêmes ils devront continuer sur cette lancée pour que les enfants aussi puissent aller plus loin que là où, par vous, votre travail, eux, ils sont arrivés. Et donc, s'ils prennent conscience de cela, l'héritage ne devrait pas virer au suicide. Voilà, Monsieur Boniek Anagono, bonjour. Bonjour, madame. Vous allez bien? Ça va. D'accord. Je précise aux téléspectateurs que Madame Bachomba est partie parce qu'elle a d'autres obligations. Donc, voilà, nous serons avec. Toujours Monsieur Aromayon. Boris Lassoba n'a pas pu faire le déplacement. Donc, c'est ainsi que le second plateau s'installe. Alors, Monsieur Boniek, vous étiez tranquillement, confortablement assis de l'autre côté. Vous avez entendu les uns et l'autre sur le sujet. Nous allons démarrer avec vous sur le cadre légal de la succession au Bénin. Bon, merci beaucoup. Déjà, je voudrais vous remercier pour m'avoir invité. Ensuite, dire merci aux téléspectateurs et donner un maximum de respect aux doyens que j'ai suivi tout à l'heure avec beaucoup de passion, qui, entre-temps, a su nous ramener dans nos réalités. Et ceci étant,
il faut dire qu'au Bénin, et la succession, on parle de succession quand il y a mort d'homme. C'est-à-dire qu'après le décès, qu'on parle de succession. Et le cadre légal de celle-ci, c'est qu'elle peut être testamentaire ou non testamentaire. Et testamentaire quand le parent de son vivant décide d'écrire un papier, bien évidemment avec l'appui d'un notaire ou de quelqu'un de compétent en la matière, décide d'écrire dans un papier avec précision ce qu'il a envie de faire avec ses biens. Je voudrais parler en ces termes terre à terre et non utiliser les termes juridiques que les testataires ne vont forcément pas comprendre. Donc celui-ci, avec l'appui des notaires, il écrit ce qu'il a envie de faire de ses biens, déjà de son vivant. Donc à sa mort, le problème ne se pose plus. Il s'agira seulement pour le notaire d'identifier les héritiers et de leur faire part donc, de la volonté de leurs parents décédés. Et ceci s'impose à tout le monde. C'est vrai qu'il y a plusieurs types de testaments, mais je pense on va énumérer seulement 2 types ici qui sont difficilement contestables. Et le testament authentique. Le testament authentique, c'est ce testament qui est totalement rédigé par le notaire, c'est-à-dire que le parent va voir le notaire, le parent exprime sa volonté, le notaire se charge de transcrire la volonté du parent sur un papier qui prend force de loi désormais. Et ceci se fait soit devant 2 notaires, parce qu'il faut 2 voix pour confirmer la volonté du parent, ou soit devant un notaire, 2 témoins. Voilà les conditions qui rendent ce testament, ce type de testament authentique. Et ce type de testament est difficilement contestable, car c'est la volonté du parent décédé. Ensuite, on peut parler d'un autre type de testament qui, celui-ci, n'est pas rédigé, par exemple, par le notaire, mais il est rédigé par le parent lui-même et va le confier maintenant au notaire. On parle de testament holographe. Testament holographe. Voilà les 2 types de testaments qui sont difficilement contestables. C'est vrai qu'il n'y a pas d'absolutisme, tout peut être contesté, mais nous parlons de difficilement contestable parce que c'est la volonté de celui qui est parti. Donc, globalement, dans un premier temps, on peut parler en termes de cadre juridique de la chose, c'est-à-dire de ce type de volonté de laisser des héritages à ses ayants droit. Ensuite, il y a le cas où il y a certainement pas de testament. À ce niveau, la loi est précise. Les héritiers se réunissent et je parle sous le contrôle, n'est-ce pas, du doyen. Les héritiers se réunissent et un conseil de famille est constaté. On désigne les administrateurs de biens, aussi vous voulez les liquidateurs. Et puis, on va maintenant au niveau du tribunal territorialement compétent. Et puis, celui-ci entérine la volonté donc du conseil de famille. Et désormais, la succession peut se dérouler bien évidemment en conformité avec les dispositions légales. Ou même dans ce cas, le bien est partagé si c'est les enfants qui héritent à part égale. Vous pouvez avoir 70 ans, vous avez les mêmes parts que l'enfant qui a 3 mois. Donc globalement, c'est ça. Tous les cas d'héritage ne finissent pas au tribunal? Non, absolument pas. C'est quand il y a contestation qu'on peut aller au tribunal. D'accord. Que prévoit la loi dans justement ce partage de biens? Est-ce qu'il y a des quotas exigés? Bon, disons que pour être très clair et très précis, quand un parent décède, ses enfants, les biens qui sont identifiés et on les quantifie, on peut même commettre un expert pour les quantifier et après on partage ça à part égale. À part égale. Oui, à part égale. Pour qu'il n'y ait pas de... Non, c'est ce que dit la loi. C'est ce que dit la loi, ça. Cependant, je ne réfute pas la proposition du doyen d'adapter ou bien de réadapter cette disposition à nos réalités. Mais pour l'instant, dans le droit positif béninois, eh bien, les enfants sont égaux dès lors qu'il s'agit donc du partage de biens d'un parent qui ne l'a pas fait lui-même par un testament et que ce soit par un conseil de famille qu'on désigne les administrateurs, tous les enfants ont les mêmes droits.
Après, il y a d'autres ramifications. Quand il y a une épouse, quand tu as deux épouses, etc., etc., là, on peut parler maintenant de quota. De toutes les façons, les ayants droit direct sont logés au même rang. Au même rang. D'accord. L'égalité devant la loi. Absolument. C'est très important. Si cette loi existe, M. Arobayo, ce n'est pas une colle, c'est une simple question. Si cette loi existe, et vous avez parlé d'affinité avec son enfant, cela peut arriver. Et ça arrive même. Je peux aimer mon enfant parce qu'il fait telle chose que j'apprécie. En tout cas, il me ressemble dans cette chose. Donc, j'ai plus d'amour, si vous préférez, pour lui que les autres. Je lui lègue plus. Mais quand on le fait et que le droit positif dit que tout le monde est égaux devant la loi, l'enfant le plus compliqué va réclamer l'égalité. L'enfant le plus compliqué va réclamer l'égalité. Mais il faut dire déjà que il faut expliquer comment le bien qu'on veut partager là a été constitué. Il y a des enfants qui aident leur père. Il y a des enfants qui travaillent et qui ont aidé le parent à constituer le bien. Ce qui interfère dans la constitution des biens, il y a beaucoup de choses. Le monsieur, lui, le père est menuisier. Mais le fils qui est resté collé à son père. Oui. Et peut-être vers la fin de ses jours, il a épousé une dame qui lui a donné un enfant, parce qu'il y a aussi des femmes qui viennent épouser parce qu'il y a un héritage. Bon, ça existe, mais c'est un autre cas. C'est un autre cas. Vous verrez beaucoup de cas. Et c'est très compliqué. Et c'est en fouillant que c'est très compliqué. Donc, l'enfant qui vient de naître de la dernière, quand le père a déjà 70 ans et il continue de faire des enfants, hein, et l'autre qui est resté collé au père pendant plus de 30 ans, plus de 40 ans, à travailler, à aider à constituer. C'est lui qui a aidé à construire cette maison. C'est lui qui a aidé à acheter telle parcelle. Et que le droit aujourd'hui dit, bon, et que vous avez tous et le droit d'aînesse, et le droit de ceci. Il n'y a pas de différence dans ça là. Il y a de différences. Attendez. Il y a de différences dans ça là. Et je vais vous dire une chose. D'accord. Nous avons été quelque chose. Nous voulons être, on nous miroite une vie que nous n'aurons jamais. C'est-à-dire, nous appartenons à une culture. Voilà, nous découvrons, nous réveillons et puis on découvre un matin une autre culture. On ne sera jamais, on n'arrivera jamais à intégrer cette culture, mais on a déjà perdu aussi celle que nous avions. Et nous sommes en train de parler, nous sommes des hybrides, on est et ça va toujours continuer comme ça. Il faut toujours revenir pour savoir, quand on dit qu'ils ont tous les mêmes droits, c'est pas vrai. Ils ont tous les mêmes droits. Ils n'ont pas tous. La loi, oui. Bon, enfin, vous avez votre loi. Mais devant la loi, oui, si tu veux. Mais ils n'ont pas les mêmes droits dans la réalité. D'accord. L'autre a travaillé plus de 30 ans à constituer. C'est sacrifié même. C'est sacrifié. Et le père l'a grondé, lui a donné l'éducation et tout. Et demain, non. Celui qui est resté avec le père, celui qui est le bon fils, celui qui incarne, c'est lui qui prend la direction. C'est pourquoi quand on dit héritage partagé, le mot partagé vient très mal. Qu'est-ce qu'on fait là? Il faut assurer la continuité. Ok. Vous inscrivez plus dans le registre de la continuité. De la continuité. Et non de s'accaparer chacun de sa part et disparaître. Et disparaître. D'accord. C'est ça qui casse aujourd'hui beaucoup de sociétés. Il a évoqué le droit d'aînesse. Bon, merci aux doyens. Je veux bien croire que les honorables députés nous suivent et qu'ils vont certainement transcrire désormais ces aspirations dans des textes de loi. Sinon, je crois que le problème qu'il soulève, c'est ce problème-là que voulait régler, si je peux me souvenir ainsi, le législateur, en offrant la possibilité aux parents lui-même de transcrire dans un document la façon dont il a envie de partager. C'est bien. Donc, ce problème-là sera réglé dès lors que vous sentez que vous êtes au soir de votre vie. Ça, c'est une évidence. Quand vous êtes au soir de votre vie, vous êtes plus proche, malheureusement, de la mort que de la vie. Donc, vous prenez vos dispositions. Et donc, vous prenez un acte notarié, vous faites un testament et vous réglez le problème. Si vous ne réglez pas le problème vous-même, devant la loi, il n'y a pas de droit d'annexe. Vous êtes logé au même rang. Et la loi, en le faisant ainsi, c'est pour régler toujours les problèmes de contestation. Parce que pour peu que
le bien, malgré tous les efforts que l'aîné aurait consenti auprès de son papa, pour peu que le bien dont il s'agit est au nom du papa, ce bien rentre dans le patrimoine du papa et non dans le patrimoine. Il n'y a pas un patrimoine partagé. Soit c'est au nom du père, soit le père constate qu'il est au choix de sa vie et le met rapidement au nom de son fils. Ça, c'est un cas plus simple. Mais si le patrimoine est toujours au nom du père, indiscutablement, lors de la succession, c'est-à-dire après le décès du père, lors de la succession, si celui-ci ne le transcrit pas dans un testament, eh bien, le bien sera partagé, le patrimoine sera partagé, eh bien, équitablement entre les enfants. Est-il imposé une gestion de ce patrimoine-là? Ou bien chaque enfant prend ce qui lui revient de droit et en fait ce qu'il veut? La loi est restée muette là-dessus. Après le partage, chacun en fait ce qu'il veut, simplement. D'accord. Quand bien même il n'aime pas trop le mot partage. C'est pourquoi je dis que je veux bien souhaiter que les honorables députés nous suivent, parce qu'en réalité, ces genres d'idées, en fait, on en a aussi besoin parce qu'il faut adapter, comme il a dit, tout ce que nous voyons ailleurs à nos réalités. Mais pour le moment, puisque ce n'est pas encore adapté, on ne peut que s'en tenir à ce qui est là et qui fait force de loi et qui s'impose à nous tous. Donc, il est souhaité dans un premier temps qu'un parent qui pense qu'il est au choix de sa vie et que tel enfant a été plus utile pour lui. Il y a de ces cas. Même hier, j'en ai discuté avec un parent qui, par exemple, étant malade, n'a pas eu tous ses enfants à ses chevets. Il n'y a eu qu'un seul enfant à ses chevets. Donc, vous êtes d'accord avec moi que dès en ce moment-là, s'il doit rechanger, c'est que c'est lui qui hérite de la majorité. Donc, la loi offre la possibilité aux parents déjà de leur vivant de régler un certain nombre de problèmes et ces problèmes s'imposent. Alors, lorsque le parent prend le testament et qu'après on constate, la justice constate que c'est des contestations fantaisies, vous êtes puni, sévèrement puni. Donc, je pense que la loi a pris tout ça là en compte. Pour le moment, on n'en a pas encore d'autres, on va s'en tenir à l'existant. Vous inscrivez dans la continuité, M. Aromagnon, pourquoi pas. Mais vous savez, généralement, pour certains parents, quand ils font les enfants et qu'ils amassent des biens, ils préfèrent que les enfants aillent à l'école, ce qui est normal, fassent des études, deviennent des personnalités intéressantes, en tout cas atteignent des niveaux peut-être qu'eux, ils n'ont pas atteint. Voilà. Donc, du coup, dans la continuité, l'enfant n'est pas resté là pour voir son père faire. L'enfant est tout le temps sur d'autres fronts, toujours pour satisfaire ce père-là. Dans cette condition-là, est-ce qu'après le départ du père, l'enfant pourra réellement continuer? Je vais répondre à la question. Et aujourd'hui, vous avez des familles Honda, vous avez des familles Kawasaki, vous avez des familles Ford, etc., Bolloré, tout ça. Parce que ces familles-là, vous prenez whisky, et sur le whisky, on dit depuis 1788. Depuis 1788. Depuis 1000 machin. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça veut dire que le patrimoine a connu une continuité. Il faut trouver les mécanismes qu'il faut pour s'inscrire dans la continuité. Le mot partage est mauvais. Le mot partage comporte des dangers. C'est peut-être ça qui engendre les conflits. C'est pas l'héritage qui a un problème. C'est pas un problème. Mais non, partager, ça engendre beaucoup de... C'est partager là qui vous force à créer des lois, partager, à penser à des lois tous les jours. Mais vous-même, je ne vous coupe pas, vous-même vous avez dit mimant. C'est peut-être dans le mimant là qui est traduit en partage. Qui a le problème. Même quand vous êtes dans votre famille et que le père décède, qui devient le père? On le dit, dans notre jargon, on dit, c'est entre griffes le fils aîné ou le fils qui a déjà cette carrure depuis le vivant du père, qu'on considère comme étant le père. Et il y a même des enfants qui transportent leur amour qu'ils avaient pour le père qui est décédé, ils transposent ça sur un autre grand frère tout de suite. Et ce grand frère là, il prend le devant. Il faut voir, ne voyez pas ce qui porte des dangers, voyons ce qui porte le bonheur. Voyons les valeurs porteuses de vie, porteuses de continuité, porteuses d'éternité. Nous avons des sociétés au Bénin ici qui ont existé depuis des lustres, qui ont existé
Par exemple, quand je rentre, bon, je ne vais pas appeler nos rois. Il n'est pas temps qu'on trouve sur des portables le nom d'un roi pour dire qu'on a créé une société. Je vais te dire une chose. Le roi Guézo, par exemple. Parce que moi, sur ce plateau, je m'inspire de l'histoire pour expliquer, pour permettre de comprendre. Quand je prends le roi Guézo, l'eau que Guézo buvait était puisée depuis une source thermale à Agoni. D'accord? Mais il est temps que nous ayons des sachets sur lesquels on trouve eau de Guézo. Pourquoi je dis ça? C'est toujours pour vous dire qu'il faut rester dans la continuité. Et les rois ont toujours pensé en termes de continuité. Et quand vous prenez les 41 lois de Rubadja, celui qui est roi là, c'est lui qui devient le père de toutes les liées d'Abomey. C'est lui qui est censé gérer tout le patrimoine. Il faut rester dans cet esprit, même si ce n'est pas, ça ne s'exprime plus aujourd'hui dans la loi. Il faut voir. Il faut rester, je vous en prie, il faut qu'on reste dans l'esprit de continuité. Ce n'est pas, on ne peut pas travailler. Si moi je travaille aujourd'hui et que je laisse un patrimoine, les enfants viennent, chacun prend sa part et s'en va, c'est inutile pour moi ça n'a pas de sens. Il faut que ça reste, que je sois éternisé, que je devienne éternel. D'accord. Hein? Quand vous prenez cette grande société-là, c'est la continuité qu'il ne faut pas partager. En partageant là, il faut tenir compte de la société, de l'évolution de la société. Il faut que tout ce que nous réalisons rentre dans la perspective de développement du pays ou de la nation. Si chacun prend sa part là, c'est pas pour développer la nation. C'est vous qui parlez de continuité. Maintenant, quelle garantie avez-vous, vous, que les enfants à qui vous allez léguer, bien, à celui à qui vous allez léguer, va perpétrer dans votre continuité? Oui, j'ai répondu dans la première partie. Je disais que quand j'ai les enfants, dans moi, les culturels font. Il y a, depuis la naissance, il y a un suivi qui est contrôlé par le phare. C'est ça l'état civil. L'état civil que nous avons aujourd'hui ne correspond pas à notre état civil dans chaque clan. L'état civil, c'est depuis la conception. Et à Dogofa, c'est suivi. Quand l'enfant a 12 ans, si c'est une fille, état direct. Quand c'est un garçon, initiation. Il faut reconstruire. Je ne dis pas d'aller, moi je le dis juste pour vous rappeler. Je le dis pour rappeler, je ne dis pas aller faire ça. Donc, on a besoin de connaître l'histoire pour mieux conjuguer le futur au présent. Bien sûr. Donc, il faut que l'homme soit reconstruit. Donc, je sais parmi les enfants là, je sais qui, le père conscient sait parmi les enfants, celui qui va créer ce désordre que vous êtes obligé de gérer à travers les lois, on le sait. Et il faut mettre dans la tête des enfants que c'est un patrimoine unique, ce n'est pas à diviser. Dans la loi de Rubadja, on ne divise pas, ce n'est pas divisé. Rubadja dit que son patrimoine est indivisible. Pourquoi vous ne vous êtes pas inspiré de ce qui existe ici avant de nous faire les lois? Bon, vous m'excusez. Après, il faut dire, papa, que même dans les civilisations occidentales, je pense que je ne sais pas si se sont inspirés de ce qui se passait chez nous. Sinon, il faut dire que quand on dit de partager, lorsqu'un parent fait par exemple un testament et il dit de partager, quand c'est d'une grande société par exemple, le papa ne vend pas la société de son vivant pour le leur partager. Le papa donne des parts à chaque enfant dans la société. C'est ça le feeling. C'est ça le feeling du passé. Pour vous dire que ce que nous faisons ici aussi ne demande pas forcément d'aller prendre sa part et de partir. Ça dépend de comment vous avez construit votre famille dès le départ. Parce que dès lors que vous partagez et que c'est un patrimoine, je dirais, c'est une société par exemple, et que vous, dans votre testament, vous dites que tel enfant a telle part, en fonction du ressenti que vous avez pour cet enfant, en fonction de l'utilité que cet enfant a eu pour vous, en fonction de la capacité que vous voyez en cet enfant, vous lui donnez un certain nombre de parts. Ça peut ne pas être à part égale, c'est votre volonté ça. Donc, après votre mort, ces enfants ne vont pas, c'est-à-dire que s'ils s'entendent, si ces enfants s'entendent, ils peuvent continuer l'œuvre de leur papa en sachant que j'ai telle part dans la société. C'est toujours pour éviter les problèmes de conflit. Vous comprenez un peu. Donc, ces enfants peuvent décider de continuer l'œuvre de leurs parents
en ne vendant pas le bien pour partager l'argent, mais en continuant dans le projet familial de perpétuer, n'est-ce pas, l'héritage de la famille en ne vendant pas la société, par exemple. Cependant, la loi ne refuse pas aussi que ces enfants-là décident entre eux de vendre le patrimoine et de se partager le gain. C'est la possibilité qu'offre la loi ça. Donc, nous allons dire que notre éducation, que notre civilisation nous a formés à perpétuer l'œuvre de nos parents. Et c'est d'ailleurs pourquoi on dit que l'on tisse la nouvelle corde au bout de l'ancienne. Absolument. Donc, si on reste dans cette posture, quand notre parent nous laisse un héritage, on doit rester dans la posture de perpétuer l'œuvre de la famille. C'est aussi ça l'esprit de la loi, notamment du Code béninois des personnes et de la famille en ce qui concerne la succession. Cependant, quand les enfants ne s'entendent pas, il n'y a pas de difficulté, il n'y a pas de problème. La loi ne s'oppose pas à ce que ces enfants-là vendent le bien, se partagent l'argent et chacun sait que désormais, je n'ai plus quelque chose avec mon frère et il n'y aura plus de problème. Sinon, dans ça là aussi, il peut y avoir des difficultés, il peut y avoir de la jalousie, ça peut conduire au suicide comme vous êtes en train de dire. Je comprends parfaitement votre démarche. Je comprends parfaitement. Et moi, je m'inscris dans une logique qui doit vous permettre d'avancer. Et je suis dans une logique qui rappelle tisser la nouvelle corde au bout de l'ancienne. Ça, c'est ma démarche. Je suis là pour vous rappeler quelle était l'ancienne code. C'est ça. Donc, ce travail n'a pas été fait. Et c'est justement ce qui complique notre démarche aujourd'hui, nos différentes, dans tous les domaines. D'accord. Dans tous les domaines. Là, vous avez une question pour notre juriste avant qu'on ne continue. À partir de quel âge il faut conseiller aux parents de faire son testament? La loi n'a pas précisé d'âge, mais de vous à moi, l'espérance de vie chez nous est de 67 ans, si je me trompe. 67 ans. Ah bon. Et donc je pense que, et ça c'est mon avis personnel, à partir de 60 ans, je pense qu'il faut commencer par penser à faire un testament. Pas dans l'optique de mourir vite, mais dans l'optique de régler un problème futur. 67 ans, si Dieu vous donne longue vie, 67 ans, 70 ans, vous pouvez déjà commencer par dire, pas préparer l'après-vous. L'après-vous. Ça, c'est un avis personnel, bien c'est sûr. nulle part. Oui, absolument, je suis d'accord. Cet avis personnel me fait sourire simplement parce que quand, dans notre culture, nous les fonds, quand vous commencez par lui dire de préparer sa mort, alors il n'est pas content. Quand vous lui dites de préparer un testament, il va dire, ah bon, donc vous pensez déjà que je vais mourir alors qu'il pouvait mourir à tout moment. Oui, justement. Donc, voilà, c'est mieux de pouvoir préparer. Alors, je vous disais qu'on allait aborder les cas de polygamie qui sont aussi source de gros conflits parce que les enfants ne sont pas de la même mère et puis il y a la première, la deuxième, en tout cas la position des femmes pour pouvoir s'en sortir. Comment on gère cette situation, monsieur Aromaya? La situation de la polygamie. Oui, héritage dans ces cas-là. Voilà. Et bizarrement, j'ai constaté qu'aujourd'hui, au lieu que ce problème-là devienne plus difficile par rapport au passé, c'est aujourd'hui justement que les enfants de mères différentes ont commencé par prendre une certaine conscience, ont commencé par se comprendre. Je connais des amis, je connais des gens qui sont plus proches de leur frère, de l'autre mère, que de leur propre frère, même père, même mère. C'est pas, en regardant, en observant la société aujourd'hui, il y a déjà cette inversion, cette perception, cette façon de voir, cette façon de faire qui apparaît déjà, qui prend du relief dans les comportements des jeunes. Et ça, c'est louable. Et c'est louable parce que dans le passé, c'était, je dirais que... c'était houleux. C'était un peu houleux, c'était un peu chaud. Maintenant, et ça disait ce show-là du passé qui a fait que subitement, puisque les gens cherchent des moyens pour s'échapper, c'est ça qui fait que les gens disent « Ah non, la polygamie elle est mauvaise ». La polygamie elle est mauvaise. Oui, la polygamie elle est mauvaise par rapport justement à l'héritage. Sinon, dans l'absolu, la polygamie n'a rien de mauvais. Non, enfin, moi, je ne veux pas avoir des problèmes avec vous, mais c'est... Non, je pose une question. C'était une question, en fait. C'était pas une avis, mais je pose une question. Sinon, la polygamie est la meilleure des choses. Ok, d'accord. Ça, c'est votre opinion, on ne peut pas vous la... Non, c'est aussi la vôtre.
Ouais. Oui. Moi, j'ai pas d'opinion sur ça. J'ai pas d'opinion, je pose des questions. De toutes les façons, vous pouvez continuer. Oui, donc le problème de polygamie, et je disais tout à l'heure, je parlais de l'organisation de la société dahomeyenne. Dans l'organisation, vous savez pas, le rôle de la femme, il est très important. Hein, c'est parce que les gens donnent l'impression, ils disent que nous là, on maltraite les femmes, on fait sinon, c'est faux. Hein. La femme a des postes très importants dans la hiérarchie, dans l'organisation de la société. Et depuis le 19e siècle, moi j'ai retenu, il y a des cas qui montrent que les femmes jouaient de rôles importants. Si on ne reconnaît pas ce rôle-là aux femmes, c'est qu'on ne réussira pas à faire un partage sans histoire, justement. On ne réussira pas à léguer l'héritage sans histoire. Bon, il y a des pères qui sont assez forts, hein, qui dominent vraiment, et mais après aussi, il y a des situations difficiles qui apparaissent après leur décès. Mais sinon, la femme doit être prise en compte. Parce que c'est elle qui... La femme est beaucoup plus mercantile que l'homme. Beaucoup plus... a une perception beaucoup plus matérialiste que l'homme. Matérialiste que l'homme. La femme est un sujet de publicité. La femme est un sujet de mesure de la valeur de l'homme. Hein? Si moi j'ai plus de femmes, c'est comme je suis plus heureux que celui qui n'a qu'une seule femme. Non, pas toujours. Bon, ça c'est encore vous. C'est un autre débat. Qu'on ne va pas faire d'ailleurs. C'est un autre débat. Donc, c'est dit que dans le système polygamique, dans la polygamie, la femme a un rôle important parce que c'est elle qui ira modifier, qui ira changer ce que le père a mis dans la tête des enfants. Le père, lui, il organise, mais la femme creuse derrière, si on ne fait pas attention. Si on ne fait pas... Elle appelle son fils dans la chambre, et ce qui se passe dans la chambre, là, c'est autre chose. Dit, comment, toi, là, je vais te donner un exemple. Il y a un monsieur qui a... il est colonel de l'armée. Colonel de l'armée. Et il s'en va chercher son frère et de l'autre mère, de l'autre femme de son père, et il l'a amené, il l'a mis dans l'armée et assuré sa promotion. Vous savez ce que sa propre mère, la mère de l'officier, enfin la mère du colonel a dit, elle l'a appelé, dit, toi là, pourquoi tu as mis l'enfant de ma co-épouse là de ma co-épouse là dans l'armée? Tu veux qu'il progresse comme toi? Il dit, reste tranquille. Tu verras pourquoi j'ai fait ça. Le jour de la mort du père, le colonel, lui, il a sorti. C'est lui qui est l'aîné. Ils ont fait le budget. Et sur le budget, il a déposé 5 millions. Et il a dit au jeune homme, toi, tu donnes. Toi, tu m'amènes 2 millions. Tu te décacasses pour m'amener 2 millions. Et quand le jeune homme s'est. D'abord, il est son patron. Quand le jeune homme s'est décacassé pour trouver les 2 millions, il est allé voir maintenant sa mère pour dire, regarde ce que j'ai fait. Si je n'avais pas fait ça, est-ce qu'il serait capable, il serait aujourd'hui un délinquant? Hein? Peut-être parce qu'il n'avait pas de boulot et il fumait, il faisait choses. Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le fils qui doit diriger là, on peut savoir, le père peut identifier le fils qui est capable de prendre la direction de la maison. Et ce colonel dont je parle, voilà, il a reçu une bonne éducation. Il sait que les problèmes de femmes là, faut pas. Donc c'est vous dire le rôle que joue face à l'héritage, la femme est capable de découdre tout le tissu mis en place par le père ou par par le père, et créer les sources de conflit. Hein? La majorité des sources de conflit viennent du comportement des mamans. Dans les cas de polygamie. Moi je vous parle de ma société, là, chez les femmes, les gens dans Romain, je vous dis que pour que le fils héritier soit, quand le roi choisit le prince héritier, la première étape de validation, c'est dans le Bédjetewi. Et dans le Bédjetewi, là, il y a le roi, il y a le prince héritier, il y a sa mère, il y a le Migan, il y a le Mégano, il y a le Méou et il y a le Méouno. Pourquoi on a ramené, pourquoi dans ce cercle très serré, on a amené les mamans, des personnes qui doivent valider, on a amené leur maman dedans. Parce que
Dès que vous arrivez à la maman, appelle le frère, viens-y toi. Ce que vous avez dit là-bas, là. Voilà. Donc, le rôle de la femme est très important dans le partage selon notre ère culturelle. D'accord. Quand on s'assure de faire tout ça et que ça ne marche pas, ça pète, si je peux utiliser le mot, toujours, et puis... nous avons des mécanismes qui nous permettent de faire des projections. Toujours le faire, d'accord. Je ne suis pas en train de faire la publicité. Non, je ne dis pas que vous faites la publicité du FA. Donc, il faut toujours prévoir ça. Est-ce à dire que ceux qui n'y croient pas ont raté? Ceux qui n'y croient pas n'ont qu'à chercher dans leur système, là. Hein? Le FA, là, c'est pour une ère culturelle. Dans les autres aires culturelles, ils ont des mécanismes qui permettent de régler ça. Ils n'ont qu'à chercher à connaître ces mécanismes-là. L'état civil existe dans tout. C'est-à-dire le suivi de l'état civil existe dans toutes les communautés. Et toutes les communautés, qu'elles soient écrites ou non, ont chacune une constitution. Et c'est sur cette constitution qu'il faut chercher. Les Fons ont une constitution, les Bariba ont une constitution, les Hadja ont une constitution. Qu'elles soient écrites ou non, allez les chercher et les ressortir. Et c'est à partir de ces constitutions qu'il faut ériger les lois. C'est infaillible? Nous ne travaillons que pour réduire la marge des risques. C'est tout. C'est pour réduire au maximum les dangers, les difficultés qui naissent après. D'accord. Rien n'est à 100% gagné d'avance. Si je vous comprends, les conflits auxquels on assiste aujourd'hui, jusqu'à la mort de parents, de frères, de mères et tout ce que vous savez là. C'est le problème d'éducation, les problèmes de non-respect des dispositifs, des mécanismes qui sont en place. Au finish, faudra-t-il finalement laisser un héritage? Laisser un héritage? Oui, ça veut dire, foncier. Si je dis non, ça veut dire que j'encourage la paresse, c'est-à-dire le monsieur existe, il doit lutter, il doit réaliser des choses. S'il réalise des choses, c'est qu'il constitue un patrimoine. Et s'il constitue un patrimoine, il faut bien que le patrimoine soit géré. D'accord. Oui, monsieur Anagono, comment est prévu les successions dans les cas de famille polygamique? Bon, il faut dire que le régime choisi au Bénin reste encore la monogamie. Donc la loi ne reconnaît que ça. Oui, la loi ne reconnaît que ça. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que si vous décédez et que vous avez une femme, on part de là, vous la prenez légalement, eh bien, elle prend le quart de votre patrimoine et le reste est partagé à part égale à vos enfants. Dans le cas de la polygamie, ça suppose que vous ne vous êtes pas marié légalement avec l'une d'entre elles. On part de là également. Et la loi ne reconnaît pas, c'est-à-dire que ces deux concubines-là, qu'elle me le pardonne, mais c'est la terminologie juridique, la loi ne les reconnaît pas, elles, dans la succession. La loi reconnaît plutôt leurs enfants. Donc, que les enfants soient d'une mère ou d'une autre mère, les enfants sont considérés comme étant égaux. Et puis sont logés, disons, au bon enseigne, c'est-à-dire on partage le bien équitablement entre ces enfants-là pour qu'il n'y ait pas de problème. Vous pouvez être la maman qui a fait l'enfant qui a 70 ans et la maman qui est venue récemment qui a fait son enfant qui a 3 mois, vous avez le même part de l'héritage. Vous comprenez un peu? Dans le cas où le monsieur est légalement marié, parce que ça existe dans notre pays, le monsieur est légalement marié, mais a une deuxième femme avec laquelle il ne peut plus se marier légalement. La loi reconnaît la femme qui est prise légalement, elle prend le quart du patrimoine du monsieur, mais le reste est partagé à part égale entre les enfants. Autrement, la loi règle un problème. C'est-à-dire, la loi dit, moi je reconnais celle qui est légalement prise, je lui donne le quart du patrimoine du monsieur, mais le reste là, je partage à part égale pour que la maman qui n'est pas prise légalement, que cette maman-là jouisse des fruits de ce qu'on aurait donné à ses enfants. C'est aussi ça notre culture. Donc c'est tout ce que la loi... Je voudrais... je remercie le monsieur, parce qu'il fait... C'est bien, il connaît bien son affaire. Et même les enfants sont partagés. Est-ce que vous savez ça? Pourquoi on ne dit pas ça? Dans le mécanisme de monnaie culturelle fond, les enfants aussi sont partagés. Comment? Voilà, c'est des choses que vous ne savez pas. Je pose la question. Je vais répondre. J'ai une femme, je suis resté avec elle. Elle a été formidable. Nous avons passé notre vie ensemble. Elle m'a fait 5 enfants.
Elle m'a fait 5 enfants. Un jour, la femme peut aller vers son mari pour dire, écoute, parmi les 5 là, il y a 2 là, celle-là et celle-là, on va leur permettre d'aller assurer ma continuité dans ma famille. Ça veut dire quoi? Voilà des mécanismes qui ont disparu. Ça veut dire, toi et toi, désormais, si vous voulez agir, si vous voulez investir, faire quelque chose pour vos parents, allez le faire chez votre maman. Allez construire chez votre maman. Allez investir chez votre maman. Et chaque fois qu'il y a des cérémonies là-bas, vous, les 3 autres là, vous les suivez. C'est comme si le père est en train et ça se respecte. Je ne sais pas, vous n'avez jamais entendu parler de ça que vous savez. Nous vous suivons, nous sommes tout de suite d'ailleurs, parce que vous nous apprenez quelque chose. Oui, moi je connais, enfin je ne veux pas citer des noms, c'est dans ma famille. Il y a des femmes, leurs enfants investissent plutôt chez leur maman. Et le père approuve. Oui, le père approuve. Sans histoire. Oui, sans histoire. C'est avec joie. Une femme qui est restée avec toi toute ta vie, elle a travaillé pour toi. Et quand c'est fini pour elle là-bas. Vous voyez, le mécanisme, c'est pas fini. Il faut que les 2 enfants là aillent là-bas, ou bien un enfant parmi, qu'elle-même va choisir. Et on dit, toi, désormais, voici. Et bon, on ne dit pas, c'est sa maman, on ne dira pas, voici ton père. Mais voici ta mère, tout ce que tu vas faire, c'est là-bas. Tu es pour. Et les enfants qui arrivent dans la famille là-bas aussi sont considérés comme des enfants de la famille. De sa maman. Et ils investissent là-bas, ils font tout. Et chaque fois qu'il y a des choses à faire là-bas, les autres enfants suivent. Ça vous dit qu'on partage aussi même les enfants. Hein? Ceux-là qui font du bruit là, et qui cassent tout après l'héritage, ils sont même des produits qu'il faut partager. Bon, là, c'est réducteur ce que vous venez de dire. Là. Comment? c'est un peu chosifié façon, la manière dont vous l'avez dit. Oui. Et une petite précision par rapport à ce qu'on s'est dit tout à l'heure en rapport à la polygamie. Ce que j'ai développé tout à l'heure, c'est quand il n'y a pas un testament. Ok. C'est quand il n'y a pas un testament. Quand il y a un testament, le parent lui-même décide de qui prend quoi. Là, c'est sa volonté qui prie et la loi respecte sa volonté. Donc, le parent peut décider de donner tel à sa femme, tel autre à une autre femme, tel autre à une femme. Ça dépend du ressenti personnel qu'il a, de son intime conviction. Et dès que le testament est fait, c'est respecté par tout le monde. D'accord. Et quels sont les cas de contestation peut-être les plus fréquents que vous avez connus? Bon, souvent, c'est quand il n'y a pas de testament en la matière qu'il y a beaucoup plus de contestation. Et surtout, vous savez, dans chaque famille, il y a des enfants récalcitrants, des personnes qui ne veulent absolument rien faire, mais qui comptent surtout sur l'héritage des parents pour s'en sortir. Qui prient même parfois que les parents meurent vite pour que eux autres puissent les Ils sont même parfois commanditaires. Absolument. Donc, les cas sont légion. Il y en a même... Pas plus tard qu'avant-hier, ou je crois il y a 4 jours, qui a empoisonné son propre père, qui est aux mains de la justice, qu'il a déjà même avoué. Pour hériter? Absolument. Et donc, qu'il a empoisonné, qui conduit son père manger quelque part, profiter donc pour l'empoisonner pour qu'il parte vite. Ces cas-là, il y en a. Parfois, les cas de contestation sont relatifs aussi aux liquidateurs. Qui font des jeux de roublage. Et lorsque vous êtes désigné pour administrer le bien qui appartient à tout le monde, et vous, derrière vos frères, vous vendez les biens et tout, et quand un des enfants constate ceci, c'est un cas de contestation aussi. Lorsque la loi dit que même en absence de testament, qu'il faut équitablement partager les biens et que celui qui est l'aîné de la famille, c'est-à-dire en dehors de ce que le cadre légal prescrit, lui décide de partager à son bon vouloir, eh bien, il peut y avoir aussi cas de contestation. Lorsque vous êtes liquidateur et que vous vendez un bien et que vous cachez le gain réel
que le bien là a rapporté et vous partagez autre chose et vous gardez autre chose, d'abord la loi vous dessaisit de celui-ci, du surplus que vous avez caché autrefois. La loi prend ça chez vous, vous n'aurez plus rien de tout ceci et la loi partage ça maintenant équitablement aux autres enfants. C'est aussi un cas de contestation. Les cas de contestation sont légion, mais c'est souvent dans les cas où il n'y a pas de testament, où c'est la famille qui organise, enfin c'est le conseil de famille qui organise les choses. On constate plus de cas de contestation dans ces cas-là que les cas où il y a de testament. Même dans les cas où il y a de testament, il y a de contestation. Mais là, la loi intervient, la justice intervient pour dire, écoutez, le testament est vérifié. Dans ce cas, c'est les types de contestation que nous avons. Le testament lui-même est contesté, parfois par les enfants, pour dire que non. Je vous ai donné deux types de testaments tout à l'heure. Oui. Le testament authentique. Ça, là, c'est difficilement contestable. Mais celui holographe, l'un des enfants peut dire que ce n'est pas l'écriture de son père. Et puis, ça ouvre droit à de nombreuses années de recherche et tout. Parce que la juge doit pouvoir prendre son temps pour vérifier. Effectivement, on doit faire appel à des experts pour vérifier l'écriture, tout ça là. Et tout. Là, l'héritage est bloqué. Absolument. Absolument, la situation elle est bloquée et tant que la justice ne voit pas clair, rien ne pourra se passer. Donc voilà, en quelque sorte, pêle-mêle, ce qu'on peut avoir comme cas de contestation. Vous étant citoyen, et quand vous observez l'exemple que vous avez donné d'un fils qui empoisonne son peuple pour pouvoir vite hériter, quand vous analysez tous ces aspects-là et tout ce qu'on a déjà dit ce matin, vous pensez qu'il faut finalement léguer quelque chose aux enfants en matière foncière? On n'a pas le choix. On n'a pas le choix, on y est. Donc c'est un risque. Bon, on tutoie la mort. Absolument, c'est faut prendre. C'est dommage, mais c'est comme ça, on peut pas échapper à ça. Vous et moi sommes jeunes. Nous travaillons aujourd'hui. Oui. Et qu'on le veuille ou pas, on crée des choses, on met des choses en place. Et on a des enfants. Et dans notre culture, je suis aussi fond. Dans notre culture, on ne nous a pas éduqués à vendre les trucs et à mourir en l'air. Mais si ça va tuer mes enfants après moi, autant les vendre, non, c'est pour vous dire que pendant qu'on y est, il faut plutôt réfléchir à comment faire pour que ça ne soit plus des cas de suicide, que ça n'emmène plus la mort, que les gens ne prennent plus les coupes-coupes, etc., etc. C'est pourquoi il faut correctement éduquer ces enfants. Il faut les éduquer. C'est très important que les enfants comprennent qu'il faut travailler. Moi, je voudrais rendre hommage à mon père ce matin, qui n'est qu'un simple soudeur, qui s'est battu toute sa vie pour que nous soyons quelqu'un dans la vie, qui est encore en vie. Et je pense qu'il le restera encore longtemps. Je suis très fier de lui. Voilà un monsieur qui n'a pas eu le plaisir lui-même une fois d'aller s'asseoir dans un bar pour prendre ne serait-ce qu'une bière qui coûte pas rien, parce qu'il fallait nous éduquer, nous autres. Et c'est d'ailleurs ce pourquoi aujourd'hui, nous on ne pense même pas à son héritage. Aucun de mes frères et moi, je ne connais même pas une seule parcelle de mon père. Je ne peux pas vous indiquer là où ça est. Ça ne m'intéresse pas. Parce que je n'ai pas le temps. Je dois travailler pour prendre soin de ma famille. Oui, vous allez faire. Donc, il faut dire que, et parfois même le monsieur se plaint, mon père se plaint de ce qu'on se désintéresse trop de ses affaires. Mais c'est parce qu'il nous a bien éduqués. On a compris qu'il faut travailler pour s'affirmer soi-même dans la vie. Et qu'il ne faut pas compter sur le bien d'autrui, parce que le bien de mon père, ce n'est pas mon bien. Ça deviendra mon bien à partir de sa mort, mais il est encore vivant, donc ce n'est pas mon problème. Donc aujourd'hui, nous devons travailler à sérieusement éduquer les enfants, à correctement leur inculquer un certain nombre de valeurs, pour que demain, ça ne soit pas cas de mort, cas de blessure, etc., etc. Avant qu'ils ne renchérissent, éduquer les enfants, je suis d'accord. Les valeurs, ok. Moi, ce qui m'est incompréhensible, que beaucoup comprennent l'éducation et l'acceptent, et que, comme vous l'avez dit, il y a toujours un problème dans toute famille, et que ce soit le problème qui ne comprend. Est-ce que c'est lui qui ne comprend pas? Ou bien, quel est son problème à lui? Non, mais là, dans ces cas, la justice est là pour trancher. Comme le cas, c'est malheureusement... Le papa en est parti. Donc, d'où, quand vous parlez d'éducation, moi je veux comprendre, est-ce que l'éducation a raté à son niveau à lui? Non, c'est pas que les autres ont pris. Non, absolument pas. Vous savez, nos parents ne peuvent pas casser nos têtes pour y mettre les valeurs. Ce n'est qu'à travers ce qu'eux-mêmes ils font, à travers ce qu'ils nous disent, à travers le comportement qu'eux-mêmes ils ont,
que nous pouvons être éduqués. Ce n'est que ça. Mais si un enfant décide de ne pas recevoir ou de ne pas accepter les valeurs que tentent de lui inculquer ses parents, ce n'est pas la faute aux parents. Et là, il devient un cas social pour la République et la justice est là pour s'en occuper. C'est tout. Oui. Et si vous permettez, il ne faut pas prendre l'exception pour faire la généralité. C'est des cas isolés. C'est des cas isolés. C'est beaucoup d'enfants. Qui commencent à être un peu trop. Qui commencent à être un peu trop, mais on va souhaiter que davantage les enfants puissent comprendre qu'il faut travailler soi-même pour s'affirmer soi-même. Il ne faut pas compter sur le bien d'autrui. C'est tout. Oui, le bien de son père n'est pas un bien d'autrui. C'est son bien. C'est ton bien. Je suis content quand tu parle dans ces termes de ton père, c'est bien. Mais je ne suis pas content quand tu dis que oui, je ne sais même pas où c'est tout. Non, il faut savoir. Parce que son bonheur aussi est de s'assurer que vous êtes conscient de ce qu'il a fait. Ah bon. Son bonheur. Donc, me désintéresser aussi, c'est un problème. Il s'en plaint. Le mien aussi s'en plaint. Oui, bon, moi, il s'en plaint. Parce qu'on lui a dit qu'elle ne pas nous intéresser à ça. À les élever pour qu'ils viennent continuer. Donc, à chaque moment, il doit se demander, est-ce que nous, en cardio, est-ce que les enfants là s'intéressent à ce que je fais? Et ça peut le déprimer. Ça le rend triste. Ça le rend triste. Absolument. Donc, il ne faut pas que papa soit triste. Donc, il faut s'intéresser à ça. Parce que se désintéresser aussi dans ce sens, ce serait comme un peu d'égoïsme. Ce serait un peu comme si vous laissez le feu sous la cendre et après sa mort, ça peut devenir un problème. C'est pas parce que vous désintéressez aujourd'hui que ce n'est pas un problème. Ça peut devenir un problème plus tard. Donc, intéressez-vous à savoir où se trouvent ces biens et le rassurer que vous allez continuer. C'est très important. D'accord. Donc, l'objectif, c'est que ce n'est pas chercher à s'en accaparer du vivant. Mais on peut s'intéresser, connaître le positionnement. L'objectif l'objectif, c'est que si on te dit, voici ce qui te revient, et que, bon, tu as essayé de justifier un peu ce qui te revient, prends ça et puis on se comprend. Ils n'iront pas faire des histoires telles que l'éducation dont il a parlé. Ça veut dire que le père est quand même rassuré qu'il n'y aura pas de problème. Mais il n'est pas rassuré quand on ne se préoccupe pas de réunir le patrimoine. Il faut réunir le patrimoine et lui donner l'assurance qu'on va développer ce patrimoine, qu'on va continuer, que son nom restera éternel. En le disant ainsi, le message que j'avais voulu faire passer, c'est que il ne faut pas, c'est-à-dire que ne pas travailler et croire que l'héritage de son parent, de son père ou de sa mère pourra vous aider à faire ce que là. Quand je parle du désintérêt, c'est le désintérêt peut-être substantiel pour aller travailler soi-même. Mais l'éducation que j'ai reçue, il n'est pas question que l'on touche au nom de mon père, ce n'est pas possible. Et parce que tous ces biens, la continuité dans l'œuvre qu'il a accomplie dans sa vie, passe par là aussi. Son nom doit rester, et doit rester à travers ses œuvres, et nous, on doit perpétuer cela. Cependant, je voudrais rappeler que ce n'est pas parce qu'on va perpétuer l'œuvre qu'il a accomplie sur cette terre que nous allons nous accaparer des biens de notre père ou bien cesser de travailler et penser que... Absolument. Ça donc, devient grand. Le message... Comme l'océan. Absolument. Le message, c'est que acceptons l'éducation que nous donnent nos parents. Comprenons qu'il faut travailler soi-même pour s'affirmer. Et quand l'héritage de nos parents sera à notre disposition, on va pouvoir en faire bon usage sans s'entretuer. Parce qu'autrefois, chacun serait à même de se nourrir et de prendre soin de sa progéniture. Voilà, on n'a pas vu le temps passer. Hein. Le temps, il est fini. On n'a plus... On va conclure. Je vais vous donner quelques instants pour que vous puissiez faire votre conclusion. On va commencer par vous, vu que vous êtes venu en deuxième position. Non, je voudrais vous remercier pour le thème très intéressant que vous avez choisi, qui intéresse d'ailleurs davantage les populations aujourd'hui. Et après remercier le plateau, surtout Monsieur Romayon, qui est un chercheur indépendant de l'histoire. Que j'ai commencé par apprécier là-bas, j'ai vraiment compris que c'est une bibliothèque
Merci. On en a besoin. Et après, dire à toute la population, à tous les téléspectateurs, comportons-nous aujourd'hui de sorte à ne pas compromettre le vivre ensemble de demain. Merci, monsieur Le vivre ensemble demain, il a tout dit. C'est très important pour nous de savoir comment, de nous inscrire dans la continuité. C'est dans la continuité. Nous, tous les jours que Dieu fait, nous rendons éternels les autres que nous citons. Tel a dit, La Fontaine a dit, Victor Hugo a dit, tel a dit, vous les rendez éternels. Mais nos mamans, nos parents, qui nous ont légué, parce que le legs, ça commence même depuis la berceuse, quand tu as chanté. Oui, on a légué des tas de choses, mais nous ne les citons jamais. Nous ne citons pas, nous partageons des choses que nous ne connaissons même pas, que nous ne valorisons pas. Tu vois? Donc, ce que moi, je demande... j'ai même fait une proposition. Mais proposition de 20%. Là, oui, il ne s'est pas prononcé là-dessus. Oh là là, heureusement que vous êtes... Oui, rapidement. Non, mais c'est une proposition. Et moi, je la prendrai. Je suis avec un certain nombre de députés avec lesquels je travaille. Je leur ferai cette proposition de votre part. Et quitte à eux, parce que ce sont eux les législateurs, quitte à eux de les transcrire dans les thèmes de loi. Mais je pense que c'est une proposition qui a sa justesse. Et c'est une proposition qui va permettre aux gens de véritablement comprendre. De se mettre au travail. Absolument. 20%. Tu dois être capable de produire 20% de l'héritage. Oui. C'est ça pour un poids de 20% au moins de la valeur de ce dont vous prétendez. Voilà. Sinon, on met en danger tout le monde. C'est bon, monsieur Aromayon. Oui. Merci beaucoup, monsieur Aromayon. Je rappelle que vous êtes chercheur indépendant de l'histoire. Monsieur Anagono, qui lui est juriste, spécialiste des questions constitutionnelles. Nous avons eu sur ce plateau Andrea Bachumba, qui, elle, est enseignante à la retraite. Ce sont avec ces invités que nous avons pu faire le débat. On retient essentiellement qu'il faut miser tout sur l'éducation. Et surtout, quand bien même il y a des cas de décès prématurés de parents à cause de l'héritage ou bien des conflits dans la fratrie, il faut forcément léguer quelque chose en matière foncière si c'est que vous avez des biens fonciers à léguer. C'est à vous d'organiser cette succession-là pour que, quand bien même de votre vivant, ça ne crée pas des conflits et que surtout, après votre départ, que les conflits ne perdurent pas et que des frères s'entretuent pour question d'héritage. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin la cour commune de ce jour. Merci de nous avoir suivis. Nous vous souhaitons de passer une très belle journée. Nous espérons que vous avez passé de très bons moments en notre compagnie. Bonne journée à vous tous et à demain. Merci.